J'ai compris le sujet du colloque, rencontrer l'imprévisible et retrouver un sens nouveau, comme une manière de soulever la question de l'expérience. Il me semble que ce qui est commun aux deux phrases, ou aux deux morceaux de phrases, c'est la question de l'expérience. Donc j'ai voulu vous proposer une réflexion sur l'expérience et la phénoménologie, puisque un autre implicite du colloque est que nous sommes dans la maison phénoménologique. Alors, la phénoménologie peut apparaître comme la philosophie qui, par excellence, se réclame du principe d'expérience. Et si on est phénoménologue, on est la plupart du temps certain qu'on appartient au courant philosophique qui est le champion de l'expérience. En fait, ça n'est pas tout à fait clair, parce que le principe d'expérience, ce qu'on pourrait appeler le principe d'expérience, se comprend de deux manières. Il y a une manière épistémologique de comprendre le principe d'expérience, selon laquelle le principe d'expérience est simplement celui qui dit que toute connaissance, en dernière analyse, provient de l'expérience ou repose sur l'expérience. Ce principe d'expérience, il est par exemple affirmé chez Kant. On trouve ça dans la critique de la raison pure. Il est repris à sa manière par Husserl, mais l'épistémologie analytique issue du cercle de Vienne le met en avant. Et tout un courant de la philosophie analytique contemporaine considère que ce principe d'expérience, elle en est la meilleure gardienne, et que d'ailleurs il remonte à l'empirisme, et par exemple à l'empirisme anglais. Je pense par exemple à Strawson, lisant Kant dans The Bounds of Sense, qui essaye d'annexer le plus possible de la critique de la raison pure au principe d'expérience, compris comme je viens de le formuler. Alors, ce principe d'expérience entendu de manière épistémologique, je l'oppose au principe d'expérience entendu de manière, si on veut, existentielle, je n'ai pas trouvé de meilleur adjectif, où le principe d'expérience, c'est celui qui dit que la philosophie a pour tâche d'étudier, parcourir, comprendre l'ensemble de l'expérience humaine. Donc on voit bien la différence, c'est que, alors que l'expérience, dans la première compréhension, est le tribunal, et la pièce décisive du tribunal de la vérité, dans la deuxième conception, l'expérience, c'est le champ de l'enquête. Ça désigne à la philosophie le champ qu'elle doit explorer et donner à comprendre. Dans cette première présentation, vous voyez l'ambiguïté de la position de Husserl qui explique que ce débat surgisse dans le contexte de la phénoménologie, car Husserl est des deux côtés. Husserl fait une philosophie qui reprend l'ambition fondationnelle et qui donc essaye de rattacher toute connaissance, de manière épistémologique, à des couches d'expérience qui valident les connaissances. Mais d'un autre côté, Husserl est par excellence celui qui a essayé de désigner un champ de l'expérience comme ce que la philosophie, selon le programme phénoménologique, devait explorer. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut essayer de commencer à distinguer à l'intérieur du concept d'expérience. Là, j'ai fait une distinction dans le principe d'expérience, mais maintenant je voudrais proposer des distinctions à l'intérieur du concept d'expérience pour voir s'il y a des manières de comprendre le concept d'expérience qui sont corrélées avec ces façons d'essayer d'obéir au principe d'expérience. Alors, il y a un premier concept d'expérience qu'on peut mettre en avant, à mon avis, qui est ce que j'appelle l'expérience comme expérience de. Et c'est de ce concept d'expérience que va s'emparer l'empirisme, justement. Et toute la tradition, qui a des degrés divers, se rattache à l'empirisme. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit que, de même que c'est un argument fondamental du réalisme en philosophie, que l'école analytique a remis à l'ordre du jour, avec beaucoup de force et beaucoup de pertinence à beaucoup d'égards. Donc cet argument, il se formule généralement à propos de la connaissance. On dit une connaissance, c'est par définition une connaissance de quelque chose d'extérieur. Si vous enlevez la référence de la connaissance à des entités externes, extra-linguistiques, extra-conscientielles, c'est plus de connaissance qu'il s'agit. On peut faire le même raisonnement à propos de l'expérience. On peut dire si l'expérience n'est pas expérience de quelque chose qui jouit de la position d'extériorité, extra-linguistique, extra-conscientielle, extra-subjective, alors ça n'est pas une expérience. Donc, toute expérience est expérience de quelque chose, qui est la chose découverte dans l'expérience, par l'expérience. Ça, c'est une première conception. Appelons-la la conception empiriste, bien que ça soit simplificateur. Et il y a une deuxième conception du concept d'expérience lui-même, qui va beaucoup mieux convenir au principe d'expérience dans sa seconde acception, principe d'expérience
fixant à la philosophie la tâche d'explorer le champ de l'expérience humaine dans sa totalité. Ce deuxième concept d'expérience, c'est le concept de l'expérience comme expérience traversée. On dit qu'une expérience, c'est la traversée d'une phase de l'existence, et que c'est trop présupposé que de dire déjà et d'emblée que toute expérience traversée se comprend par rapport à un objet dont il y a expérience. On va essayer de décrire l'expérience traversée avant de l'avoir liée, de manière définitionnelle, à l'objet de l'expérience 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité si j'essaye cette piste de l'expérience traversée? Comment est-ce que je peux qualifier des expériences? On peut essayer un peu. Donc, j'ai essayé un peu. Je vous livre les résultats de mes réflexions. Première manière de désigner des expériences. Expérience d'inconscience, expérience d'égarement, expérience de nervosité, expérience de dépaysement, expérience de vertige. Je pense que dans tous ces cas, je nomme l'expérience par une modalité de la traversée. Donc voilà une autre manière de qualifier une expérience comme expérience traversée. Je ne la qualifie pas par rapport à l'objet dont il y a l'expérience, je la qualifie par rapport à la modalité dans laquelle la traversée a eu lieu, ou suivant laquelle la traversée a eu lieu. Deuxième manière de désigner une expérience comme expérience traversée. J'ai eu une expérience d'enseignant, d'amant, de père. Là, vous voyez qu'on désigne une expérience traversée. Hein, ça récapitule un épisode de dire ça. Et on qualifie l'expérience traversée, dans cette deuxième hypothèse, par le sujet, par le corrélat de subjectivité de l'expérience. Cette expérience traversée, je l'identifie par rapport à la qualification de subjectivité qui s'est constituée au cours de cette traversée ou qui s'est manifestée au cours de cette traversée. Troisième possibilité, je peux dire que j'ai eu une expérience du grand air, une expérience de l'attente. Bon, on va essayer d'autres exemples. Là, j'ai l'impression que la manière dont je qualifie mon expérience traversée, je la qualifie en termes du domaine qui a été traversé. Domaine qui peut être plus ou moins spatial, temporel ou même psychologique. Expérience de l'attente. J'ai traversé une longue période où tout ce que j'habitais, c'était l'espace pénible de l'attente. Ou une expérience du grand air. Pendant cette traversée d'existence, je nageais dans le grand air. Donc vous voyez que voilà au moins trois manières de qualifier une expérience traversée sans avoir besoin de la comprendre comme expérience 2. Et en bilan, on va dire qu'on va essayer d'être impérialiste à l'égard de l'adversaire philosophique, c'est ce qu'on fait toujours. On va dire l'expérience 2, c'est juste un cas particulier. Toutes les expériences sont toujours des expériences traversées. Toute expérience traversée se qualifie par rapport à un bord, essayons de généraliser, mais ce bord, ça peut être, selon le cas, une modalité, un sujet, un objet, un domaine. Bien. Alors, dans ce que je suis en train de présenter, on a l'impression que la façon dont la phénoménologie noue sa relation avec l'expérience, on l'a suffisamment explicité et décrit en sortant ce concept d'expérience traversée, que ça suffit, que l'expérience pour la phénoménologie, c'est l'expérience traversée. Alors ça me paraît beaucoup trop simple, ça ne va pas. En fait, par exemple, si vous regardez Husserl, qui est quand même un cas relativement important pour la phénoménologie, eh bien, si je regarde le chapitre exemplaire, qui est celui des structures noético-noématiques, là, paragraphes centraux et fondamentaux de Ideon, eh bien, je vais avoir envie de dire que ce qu'explique Husserl dans cette construction, c'est comment une expérience finalement se laisse reconnaître comme expérience 2, adressée à quelque chose qui est un contenu noématique. Le 2 n'est pas vraiment externe, le 2 c'est un contenu noématique, mais je n'ai une expérience 2, c'est quand même une expérience 2 chez Husserl, c'est bien ça dont il essaye de nous convaincre, une expérience de ce contenu noématique, et je comprends cette expérience 2 à travers une description qui est plutôt en termes d'expérience traversée, et ça c'est la description de la façon dont les noèses s'emparent des contenus ilétiques et les animent, leur donnent du sens, etc. Donc il semble bien que pour la phénoménologie, expérience 2, ça existe aussi. C'est trop simple d'imaginer que la phénoménologie ne s'intéresse qu'à expérience traversée. Donc je fais une deuxième tentative pour essayer de caractériser ce que c'est que la façon dont la phénoménologie travaille sur l'expérience. Alors, il me semble que, en fait, ce que fait la phénoménologie, c'est qu'elle intègre la réflexion sur les expériences dans une certaine stratégie.
C'est-à-dire une expérience devient d'une certaine façon une expérience phénoménologique quand elle est intégrée à une certaine stratégie qui est la stratégie de la phénoménologie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de la phénoménologie? Justement, l'exemple que je viens de prendre des structures noético-nématiques peut être un point d'appui pour décrire ces stratégies phénoménologiques en général. Je vous propose de résumer la stratégie phénoménologique en 4 points, avec l'idée extrêmement simple que traiter de l'expérience de manière phénoménologique, c'est toujours présenter certaines expériences comme directrices par rapport à d'autres expériences. Dans mon exemple husserlien canonique, j'ai les expériences traversées concernant les contenus élétiques et les activités noétiques qui sont directrices pour l'expérience 2, qui est l'expérience du contenu noématique comme tel. Mais je dirais que plus généralement, toute phénoménologie explore le champ de l'expérience et essaye de désigner certaines expériences dans le champ d'expérience comme directrices par rapport à d'autres expériences auxquelles nous accédons plus immédiatement et plus ordinairement. Alors, comment se fait, quel est le protocole de ce compte-rendu phénoménologique qui présente certaines expériences comme directrices? Je distingue 4 moments dans ce protocole. Le premier moment, c'est se tourner vers l'originaire. Il y a cette idée qu'il y a une attitude d'accueil dans laquelle on peut se placer et qui va nous permettre tout simplement d'apercevoir les expériences directrices. Deuxièmement, ces expériences directrices, il faut mettre en mots la traversée que sont ces expériences. Une fois qu'on les a accueillies, on voit ces expériences comme expériences traversées, et je dois mettre en mots ces expériences traversées, pour dire la traversée que sont ces expériences. Troisièmement, je dois exposer le caractère directeur de ces expériences traversées par rapport aux premières expériences qui, elles, étaient immédiatement accessibles. Ces premières expériences, je n'avais pas besoin de prendre l'attitude d'accueil pour les avoir ou les voir. Et enfin, 4e moment, il faut s'adresser à l'attestation attendue et espérée des lecteurs de la construction phénoménologique. Une fois que vous avez présenté une construction phénoménologique dans laquelle vous dites telles et telles expériences traversées que je mets en mots de telle et telle manière sont directrices et je vous explique comment pour telles et telles expériences qui apparaissent plus ordinairement, vous espérez que tout le monde va en tomber d'accord. C'est bien ça l'idée de la phénoménologie, c'est que le travail que fait le phénoménologue, n'importe qui en tomberait d'accord. Vous pouvez par exemple formuler ça en disant n'importe qui peut le refaire pour son propre compte et consentir à ce qui a été exposé. Donc vous voyez bien que le premier point, se tourner vers l'originaire, adopter une attitude d'accueil, c'est ce qu'on appelle en général le motif de la réduction. Les points 2 et 3, on peut les critiquer parce qu'ils ont l'air d'envelopper un dualisme de l'expérience comme expérience traversée et de sa mise en mots. C'est pas du tout ça ce que je veux dire. Je pense que d'une certaine façon, les mots sont déjà dans l'expérience est toujours déjà dite, est toujours déjà en langage, habillée en langage si on veut. Mais néanmoins, pour le phénoménologue, il importe à la fois de rejoindre cette expérience sur le mode de l'expérience et de cracher les formulations, de dire les mots, de les délivrer. Et de même, le caractère directeur, l'hypothèse de la phénoménologie, c'est toujours à la fois que je peux d'une certaine façon l'expérimenter, en accueillant ces expériences directrices, je peux expérimenter qu'elles sont directrices, mais aussi je dois pouvoir le dire. Bon, tout ça, c'est l'exposé phénoménologique, qui a toujours été un moment du rituel phénoménologique ou de la stratégie phénoménologique fondamentale et complètement axé sur le langage. Je veux dire, Husserl est tout aussi langagier que tous ses successeurs. De ce point de vue-là, la force de la dimension langagière du protocole apparaît en pleine lumière chez Husserl lui-même. Bien, alors, je voudrais maintenant ajouter une dernière contribution terminologique pour rapporter cette affaire, c'est de dire que le 2 et le 3, c'est le moment du témoignage. Ce fait de mettre en mots, ça veut dire témoigner. J'ai retrouvé les expériences directrices en tant que telles, et je raconte de quelle manière ces expériences sont directrices. Le raconter, le mettre en mots, tout ça c'est des synonymes, c'est témoigner. Je témoigne du caractère directeur de certaines expériences. Et en face, il y a l'attestation. Donc un point que je voulais soulever,
c'est que dans la stratégie phénoménologique, à mon avis, il y a un couple du témoignage et de l'attestation qui est absolument central pour l'opération phénoménologique, pour la justification phénoménologique, où le phénoménologue, c'est celui qui présente le témoignage et il est dans l'attente de l'attestation. Donc là, c'était ce que... par rapport à l'exposé introductif qu'a fait François, ce que j'avais remarqué, c'est que dans l'exposé qu'il faisait, témoignage et attestation étaient synonymes. Il employait aussi bien l'un que l'autre. Et c'était deux manières de marquer qu'il y avait un pour-soi qui était là dans l'exposé phénoménologique. Ici, dans ce que je vous propose, c'est une analyse qui reconnaît l'importance du témoignage et de l'attestation, mais qui les distingue. La phénoménologie, c'est un témoignage qui cherche son attestation chez les autres. Bon, alors ça, c'est le dispositif de base. Et alors maintenant, mon espoir, c'est de vous dire comment je retrouve ce dispositif dans le cas de cette version décalée du programme phénoménologique à laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années et que j'appelle l'étanalyse. Donc je vous expose rapidement, d'une manière trop rapide, mais j'ai quand même envie de le faire, j'espère que vous me pardonnerez, ce que c'est que l'étanalyse. Donc l'étanalyse hérite, pour commencer, de la conception du sens qui nous est transmise par Emmanuel Levinas, conception du sens dont l'article fondamental est simplement qu'un sens n'est pas avant tout le mode de présentation d'un objet. Les conceptions classiques du sens, celles qu'on peut trouver à la fois chez Husserl et chez Frege, consistent à égaliser la fonction du sens à la flèche au bout de laquelle il y a l'objet. Que cette flèche soit identifiée en termes de conscience ou en termes de langage, ce n'est pas ce qui est important, mais de toute façon, on a ce que j'appelle la conception intentionnelle du sens. Le sens, c'est le mode de présentation de l'objet. À partir de Lévinas, je crois que nous apprenons que ce qui est vraiment l'élément directeur, ce qui nous met dans l'ordre du sens, c'est de regarder les choses dans la position du destinataire. L'aventure du sens, l'intrigue du sens, c'est qu'un message arrive auprès d'un destinataire et il affecte ce destinataire d'une demande. Donc il y a une adresse, et cette adresse atterrit auprès du destinataire comme une demande. Et c'est ça la circonstance qu'on appelle du sens. Alors si vous envisagez le sens dans l'élément de l'adresse de la destination et de ce que j'appelle l'atteinte, je reçois le message comme demande, si vous envisagez le sens de cette manière, à ce moment-là, vous pouvez considérer ce que j'appelle des régions du sens. C'est-à-dire que vous pouvez considérer la manière dont le sens se transmet, est reçu et est relancé. L'intrigue de base du sens, c'est que je reçois le sens et je le relance. Je reçois un message comme quelque chose qui m'incombe, qui m'atteint, qui tombe sur moi, qui vaut comme demande auprès de moi, et je relance, puisque c'est répondre à cette demande de relancer, justement. Et dans cette relance, je vais moi-même produire un message qui va susciter un destinataire, et donc tomber comme demande auprès d'un destinataire. Donc vous voyez que l'intrigue du sens, elle esquisse déjà une socialité. Elle esquisse une socialité à la fois de celui ou de la tradition dans laquelle le message m'arrive, moi, et celui auprès de qui je relance. Alors je fais l'hypothèse des régions du sens. C'est-à-dire que c'est pas exactement une hypothèse, je m'intéresse aux régions du sens. Les régions du sens, c'est les régions collectives, c'est des collectifs humains à l'intérieur desquels circule un sens. Et dire qu'un sens circule, ça veut dire que des messages sont reçus comme des messages qui nous demandent, et des messages sont retransmis comme mode de relance et de réponse à la demande reçue. Le pas suivant de l'analyse, c'est d'associer ces régions du sens à ce que j'appelle des sollicitants. Les sollicitants, c'est des mots qui portent l'appel du sens. C'est-à-dire, c'est des mots qui ne peuvent pas raisonnablement être compris comme mots extensionnels. Un mot extensionnel, c'est un mot de la langue naturelle qui se comprend comme un nom commun s'attribuant à une multiplicité d'individus du réel dont ce mot se dit. Ce mot est pris comme terme conceptuel et il est vrai d'une série d'items de la réalité. L'exemple classique, c'est l'exemple de chat. Chat, c'est un mot extensionnel parce que chat, en gros, c'est le terme qui se dit de tous les exemplaires du réel qui sont des chats. Chat ne se dit pas de ce vers, mais chat, il n'y a pas d'instanciation possible dans cette salle du concept de chat, mais vous connaissez des contextes où on peut instancier le concept de chat. Donc ça, c'est le mot extensionnel.
un sollicitant, c'est un mot qui n'est pas un mot extensionnel, c'est un mot d'idéalité. Donc ça veut dire que ce mot, sa puissance sémantique, son opération sémantique, est de l'ordre de la convocation et pas de l'illustration auprès des entités de la réalité. C'est un mot qui appelle. C'est pour ça que je l'appelle un sollicitant. Mon meilleur exemple, qui me gêne aussi parce que c'est un exemple un peu putassier, enfin, on a l'impression qu'il est racoleur. Je ne veux pas le prendre comme ça, hein, mais je comprends bien qu'il résonne un peu comme racoleur. Mon meilleur exemple, c'est le mot amour. Hein. Le mot amour, dans notre usage de la langue, il ne désigne pas une collection d'items. Il n'y a pas un ensemble d'objets qui sont les objets amoureux, dont le concept d'amour se dit. Même si vous passez à des épisodes, si vous pensez que ce n'est pas des entités substantielles statiques, et si vous imaginez que le mot amour, ça désigne une classe d'épisodes, ça ne couvre pas non plus les emplois du mot amour dans la langue. En fait, les emplois du mot amour dans la langue sont plutôt là pour nommer une exigence. Vous utilisez le mot amour chaque fois que vous avez l'impression que ce dont vous êtes en train de parler, eh bien, ça essaye de se rattacher à une exigence, qui est l'exigence de l'amour. Donc, un sollicitant, c'est ça. C'est un mot qui signifie immédiatement une exigence. Et donc, autour de ce sollicitant se dispose ce que j'appelle un ethos, c'est-à-dire une collectivité humaine qui, d'une part, essaye de réaliser des comportements répondant à l'exigence du sollicitant. Donc, on essaye d'avoir des relations qui répondent à l'exigence de l'amour. Et d'autre part, on essaye aussi, d'une manière temporelle, de relancer cette exigence. C'est-à-dire, on essaye de transmettre l'exigence contenue dans le sollicitant à d'autres, et y compris à d'autres dans le futur. Donc, la région du sens, elle est supportée par un ethos, et cet ethos, il est toujours à la fois géographique et historique. C'est l'ethos d'une collectivité humaine, et c'est aussi l'ethos d'une perpétuation dans l'histoire de l'appel contenu dans le sollicitant. Bien, alors, dans mon livre de 2007, où j'essaye pour la première fois de systématiser l'approche de l'état-analyse, je propose 3 analyses de 3 régions du sens, qui sont la région du sens du politique, de l'amour et du sujet. Donc je considère que politique, amour et sujet sont 3 sollicitants, et déterminent 3 ethos au sens où je viens de le dire. Que fait l'état-analyse ? Eh bien, elle essaye d'expliciter le système des prescriptions qui sont implicitement contenues dans l'appel du sollicitant. C'est-à-dire essayer d'avoir des comportements qui satisfassent à l'exigence du sollicitant amour, c'est répondre à l'appel ou à l'exigence qui est contenue dans le sollicitant amour, et ça veut dire essayer de satisfaire à toutes les prescriptions qui composent la demande de sens qui est dans le mot amour. Et donc, dans mon ouvrage de 2007, je fais une liste de 8 ou 9 prescriptions qui identifient la demande de l'amour auprès de chacun de nous, lorsque nous avons la prétention de relancer l'amour, d'avoir une expérience humaine qui satisfait au sollicitant amour, ça veut dire implicitement que nous essayons de répondre à ces exigences. Alors, il y a un problème, et je m'approche de la fin de l'exposé, il y a un problème qui est un problème méthodologique, de savoir comment on identifie ces prescriptions de la sémence. La sémence, c'est l'ensemble des prescriptions. Donc, faire de l'état-analyse, c'est pour chaque région de sens expliciter la sémence en écrivant la liste des prescriptions qui déploient l'appel qui est contenu dans le sollicitant. Alors, il y a un problème de savoir comment je fais pour mettre la main sur ces prescriptions. Alors, je vous donne un exemple. Dans le livre de 2007, je soutiens que une des exigences qui composent la sémence de l'amour, c'est l'exigence de composer un lien qui est tout. Une relation amoureuse est supposée être un lien qui est tout. C'est-à-dire qu'il y a une prescription de totalité qui fait partie de l'appel qui est dans le mot amour. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Ça veut dire que vivre une vie amoureuse, ça veut dire vivre quelque chose qui traverse tous les aspects de la vie. Vivre une relation amoureuse, c'est pas vivre quelque chose que vous pouvez cantonner dans une dimension. Dans la plus plate des hypothèses, vous diriez que c'est uniquement la dimension sexuelle. Mais même dans des hypothèses un peu moins plates, vous pouvez imaginer de cantonner ce qui est prescrit par l'amour à une région de l'existence. Et donc, à côté, vous mèneriez une existence qui serait complètement indifférente de l'appel contenu dans le sollicitant. Non, l'idée de un lien qui est tout, c'est que une relation amoureuse satisfait à l'exigence si elle réussit à tout contaminer.
Donc, vous avez vu les formulations auxquelles ça peut donner lieu. Quand je fais la vaisselle, je ne fais pas la vaisselle de la même manière parce que je suis dans une relation amoureuse. Bon, je vous donne un autre exemple, si celui-là ne vous plaît pas. Donc j'essaie de... Et alors, il y a cette version-là, dans le un lien qui est tout, il y a la version contamination sur tout le champ de l'existence, et il y a l'autre version qui est que c'est supposé être quelque chose qui totalise la vie. Dans l'exigence qu'il y a dans le sollicitant amour, il y a le fait que cette relation amoureuse doit aller jusqu'au bout de la vie des co-contractants, des relatants, des relatats de la relation, des individus, des amants, si vous préférez. Donc vous voyez, alors, par exemple, ce que je viens de dire suscite une objection. Dans nos sociétés contemporaines, il est largement admis que les relations amoureuses sont transitoires. On a les institutions du divorce, mais en plus on a une pratique moyenne qui est la conjugaison des histoires successives. Bon, il me semble que cette objection n'atteint pas ce que je suis en train de dire, parce que quand vous êtes en train d'essayer d'illustrer l'amour, de répondre à l'exigence de l'amour dans une relation, vous n'allez pas, à cet instant-là, tolérer que ça fasse partie de ce que vous essayez de faire, du programme, de ce à quoi vous essayez de satisfaire, que cette relation soit limitée. Vous allez reconnaître que si ce que vous essayez de construire arrive à durer la totalité de la vie, vous êtes plus conforme à la demande. Je crois que le fait que les gens soient prêts à accepter de manière déceptive et pragmatique une succession de relations ne change rien au fait que nous connaissons l'exigence de totalisation temporelle, de même qu'il y a l'exigence de totalisation transversale. Alors, le problème, c'est comment est-ce que tout ça, on peut l'argumenter, hein. Alors, la difficulté de l'argumentation, c'est que je ne peux pas m'appuyer sur un bilan sociologique, parce que les comportements peuvent très bien être contraires à l'exigence. Mais que les comportements soient contraires à l'exigence ne fait pas pour autant qu'on ait oublié l'exigence. Cet exemple de la succession des histoires, pour moi, illustre ce point. Il illustre le fait qu'on peut très bien continuer à connaître une exigence comme exigence, alors même que dans la pratique, elle a reculé. Disons que le commandement n'est plus observé. Le commandement peut ne plus être observé et on peut avoir gardé la mémoire du commandement. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à identifier à l'intérieur de nos pratiques des choses qui continuent à résonner dans nos pratiques comme commandement ou comme exigence, même si nous avons déjà cessé de les observer, ou même si, hypothèse terrible, nous ne les avons jamais observées. Bon. Donc c'est le problème de cette détection des commandements dans nos pratiques. C'est ça le problème de l'état-analyse. Arriver à trouver un mode de détection qui est tout autre chose que l'analyse sociologique, par définition. Alors, ce problème, premièrement, je voudrais remarquer qu'on retrouve la structure du témoignage et de l'attestation. C'est-à-dire que celui qui fait la proposition de l'état-analyse, c'est-à-dire qui présente une liste de prescriptions qui, d'après lui, compose la sémence, et donc recouvre l'exigence qui est dans le sollicitant, eh bien, il témoigne. Et ce qu'il espère, c'est que n'importe quel lecteur du traité d'état-analyse, lisant ce qui est dit sur l'amour, dans la mesure où ce lecteur se rattache à l'éthos de l'amour, va attester. Il va dire, oui, effectivement, quoique, même si ce qui se passe empiriquement dans les relations amoureuses est très éloigné de ce système d'exigence, je reconnais que dans toutes les relations que je place sous la gouverne de l'amour, je me rapporte à ces exigences. Donc on retrouve la structure du témoignage et de l'attestation, et ça c'est un point qui rattache la proposition que je fais à la tradition phénoménologique, de même que, je ne vais pas insister là-dessus, mais vous voyez que les régions du sens correspondent aux ontologies régionales ou aux régions d'objectivité chez Husserl, et que la sémence correspond à la notion d'essence, d'eidos, chez Husserl. Reste un dernier problème, c'est de comprendre cette expérience. Donc, parce que celui qui fait la description est analytique, c'est évidemment à partir d'une expérience. Et là, de quelle expérience il s'agit ? Il s'agit de l'expérience du normatif comme tel. Il s'agit de l'expérience du commandement en tant que tel. Il s'agit de se tourner vers nos expériences les plus communes, reliables à l'éthos en question, c'est-à-dire rattachables à l'appel du sollicitant, et sentir dans ces expériences
le commandement auquel ces expériences se réfèrent. Alors, évidemment, il est clair qu'on suppose que ces commandements sont d'une certaine manière éprouvés. Parce qu'on pourrait dire que ça ne va pas de soi, parce qu'on pourrait dire qu'à partir du moment où ils ne sont pas nécessairement observés, ils ne sont pas forcément éprouvés. Mais l'enquête est analytique, imagine plutôt que, au-delà de ce que nous faisons, nous continuons à avoir une relation en première personne à des commandements en tant que tels. Reste le dernier problème sur lequel je voudrais conclure, c'est comment comprendre cette expérience du commandement comme tel. À mon avis, il y a deux manières de la comprendre. Soit vous pouvez la comprendre en première personne, c'est-à-dire vous pouvez estimer que je comprends l'exigence, un lien qui est tout dans le cas de l'amour, parce que, ayant été engagé dans une relation amoureuse, je me souviens, en première personne, d'avoir ressenti que je me référais, au long de cette relation amoureuse, à l'exigence de totalisation double telle que je l'ai décrite. Donc, je peux imaginer que ce rapport, cette expérience de la loi, c'est ce qui était annoncé dans mon titre, cette expérience de la loi comme telle, je la fais en première personne, et donc dans mon témoignage, je me contente de rapporter l'expérience en première personne que j'ai eue de ces prescriptions de la sémence. Ou alors, deuxième hypothèse, qui à mon avis est plus juste, et convient mieux à l'espèce d'orientation collective de cette phénoménologie qu'elle est analyse. Deuxième hypothèse, en fait, l'expérience sur laquelle je m'appuie quand je déclare la sémence, c'est-à-dire quand je déclare des prescriptions de la sémence en tant que telle, l'expérience sur laquelle je m'appuie, c'est l'expérience empathique de la loi chez les autres. C'est-à-dire, en fait, ce sur quoi je me fonde, c'est une manière de lire dans ce que font les autres, qui, sous mes yeux, se rattachent à l'expérience de l'amour, les commandements auxquels ils se réfèrent. Et bon, c'est un mode empathique que je voudrais souligner, c'est ça que je voulais souligner pour conclure, parce que ça me paraît être un point fondamental de la chose intellectuelle en général. Il me semble que dans la chose intellectuelle en général, on a besoin d'être capable de regarder ce que disent et font les autres, et d'entendre, au-delà de ce que disent et font les autres, les régulateurs auxquels ils se réfèrent. Donc de comprendre les règles implicites ou les commandements implicites qui font le caractère sensé, justement, de l'expérience que nous avons sous les yeux. Bon, là, on pourrait enchaîner, dire qu'il y a des choses similaires chez Wittgenstein, mais je dirais juste une chose, en tant que philosophe, il me semble qu'en tant que philosophe, on a une forte expérience de l'importance de cette fonction empathique à l'égard du régulateur d'autrui, ou de la loi d'autrui. On sait bien que comprendre un auteur, par exemple, comme Frédéric Worms comprend Bergson, ça ne veut pas dire simplement qu'il a lu tous les textes et qu'il a une théorie explicative pour tous les textes de Bergson, mais qu'en lisant Bergson, il a entendu dans Bergson, ou il a capté dans Bergson les régulateurs de Bergson. Ce qui fait que maintenant, on peut poser à Frédéric une question dont Bergson n'a jamais traité et lui demander la réponse de Bergson. Parce qu'il a pratiqué cette empathie. Bon, cette empathie, si vous réfléchissez, elle est à la base de toute intelligence importante. Enfin, ce qu'on appelle généralement une grande intelligence, c'est quelqu'un d'extrêmement empathique à l'égard des régulateurs. Bon, et la philosophie est une grande illustration de ça. Bon, c'est une bonne conclusion, il est tard. Merci Jean-Michel. Je donne la parole à la salle. Réagir. Oui. Des limites d'empathie liées avec, par exemple, l'hypothèse de la relativité linguistique, liées aux facteurs culturels. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est même plus, la limite est plus forte que ça, je dirais, puisque c'est bien clair que pour faire l'enquête analytique, il faut participer de l'ethos. Donc si vous êtes extérieur à l'appel du sollicitant, vous ne pouvez pas faire l'enquête empathique. Donc, ce n'est pas la peine d'appartenir à une autre culture. On peut très bien imaginer, peut-être que vous connaissez des gens dont le dos est complètement tourné à l'éthos de l'amour, qui trouvent que tout ça est une baliverne et inimportant. Eh bien, ils ne peuvent pas faire l'état-analyse de l'amour. Il y a une condition de rattachement. Moi, l'analogie que je fais généralement, c'est avec ce que dit De Santi sur la philosophie des mathématiques. Il dit que la philosophie des mathématiques suppose un certain rapport d'intériorité. Si vous faites de la philosophie des mathématiques en étant complètement extérieur à la chose des mathématiques, ça ne marche pas.
Et en fait, je crois que c'est chez De Santi, c'est l'épistémologie en général qui est comme ça. Mais en même temps, il faut que vous ayez un certain degré d'extériorité, parce que si vous n'avez pas un certain degré d'extériorité, vous n'avez aucune envie d'essayer de mettre à plat la signification de l'objet mathématique, clarifier les questions de la méthode, situer la pensée mathématique parmi les possibilités de pensée. Ça ne va pas être vos questions si vous êtes uniquement à l'intérieur de l'éthos. Bon, pour l'éthanalyse, c'est la même chose, ce qui fait que parfois je présente l'éthanalyse comme épistémologie généralisée. C'est avoir l'attitude épistémologique à l'égard de tout ce qu'on peut. Mais tout ce qu'on peut, c'est des choses à l'égard desquelles on a un certain degré d'intériorité. Oui. Pourquoi entendez-vous l'expérience comme traversée, comme expérience du commandement? Ça ne va pas de soi, cette reconduction. Quelles sont les raisons? Pas en général, mais pour l'éthanalyse. Non, je veux dire, je ne fais pas une théorie universelle de l'expérience. Oui, mais au moins... Je dis qu'il y a dans l'expérience quelque chose à essayer de saisir, qui est des expériences traversées qui ont comme bord un commandement. Il y a des expériences traversées qui ont comme bord un domaine, une ambiance, un sujet, un objet, mais il y a aussi un autre type d'expérience dont le bord, ou peut-être que c'est les mêmes expériences, mais elles peuvent être décrites, certaines expériences peuvent être décrites sous l'angle d'un tel bord. Donc vous n'adopteriez pas la position impérialiste qui consisterait à dire que tout bord est commandement? Non. Non. Ben non, parce que vous voyez bien, j'ai nommé plein d'autres bords. Sans en dire la nature, c'est pour ça que je... Vous avez nommé plusieurs sortes d'expériences, expérience traversée, expérience feu, expérience sacrée. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir, car en phénoménologie, toute expérience est une expérience réflexive aussi. Est-ce que vous admettriez qu'il y a plusieurs sortes de réflexion, différentes réflexivités, au moins à l'échelle de la phénoménologie husserlienne? Oui. Bah, moi, je reconnais la question comme intéressante, c'est-à-dire, je veux dire qu'elle n'est pas triviale, quoi. C'est pour ça que je trouve que la question est intéressante. Alors, par exemple, une des choses qu'il y a dans cet exposé sous une forme plus longue, c'est que si je prends l'expérience 2 au sens de l'empirisme, en fait, la réflexivité peut être éliminée. Parce que dans l'expérience 2, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste un contact. Contact est pris avec les étangs dont il y a expérience, ou éventuellement, si cette expérience, c'est l'expérience d'une vérité, du type le chat est sur le paillasson, c'est comme si cette expérience 2 était juste un flash qui valide l'être sur le paillasson du chat. Et donc, c'est un point important, je crois, de la compréhension empiriste de l'expérience, de dire que le fait que cette expérience se regarde elle-même, en quelque sorte, on peut s'en passer. Bon. Alors maintenant, on peut regarder les expériences traversées que j'ai évoquées au début. Est-ce que... Alors, je pense que la phénoménologie, au sens où j'en ai parlé, avec la stratégie, bon, elle suppose ce que j'ai appelé le témoignage, c'est-à-dire la mise en mots de la traversée et la mise en mots du caractère directeur. Tout ça, c'est pas... Enfin, je ne sais pas si le mot réflexivité est le meilleur mot, mais enfin, ça ressemble à ce qui, dans la tradition, s'appelle réflexivité. C'est-à-dire cette opération... Elle suppose au moins qu'on a vis-à-vis de nos expériences un rapport, une capacité d'interrogation et de recherche des mots. Bon, donc ça, disons que c'est ça que la réflexivité, c'est ça pour moi. Merci. C'est une petite question, mais vous avez distingué la notion de témoignage et attestation. Et je me demande si vous distinguez ces deux, puisque si j'ai bien compris, vous pensez que l'attestation, c'est les autres. Mais je pense que si on témoigne de quelque chose, il y a déjà une certaine écart, un certain décalage à l'intérieur de moi-même qui témoigne. Puisque je témoigne, par exemple, si je témoigne de quelque chose, je témoigne de quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que je ne peux jamais aboutir, encore une fois. C'est-à-dire, je suppose déjà un certain écart par rapport à l'événement dont je témoigne. C'est-à-dire, il y a déjà une certaine altérité
par rapport à ce dont je témoigne, et dans ce sens-là, dans ce sens-là, je pense que, comment dire, c'est... Non, je crois que ce que vous me faites le coup Derrida, là. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller chercher les autres pour être dans l'écart. Et donc, je noie le poisson de la distinction entre moi et autrui dans l'universalité de l'écart. Bon. Je comprends la stratégie, une sorte de stratégie métaphysique, hein, mais bon, je pense que c'est pas pertinent, parce que ici, mon problème, c'est de savoir si les autres sont d'accord. Hein. Savoir, je ne me soucie pas de ce que les autres ajoutent de l'écart par rapport à l'écart qu'il y a déjà entre mon témoignage et ce dont je témoigne. Mon témoignage, c'est vraiment un acte public, c'est un speech act, hein, si vous voulez. Et j'espère le consentement des autres, parce qu'en fait, j'ai témoigné en vue de l'universalité. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est déjà dans la formule de base de la pensée transcendantale, qui est souvent incompris, puisque vous avez les critiques de la pensée transcendantale disent le sujet transcendantal s'arroge le droit de dire les conditions universelles, les conditions de possibilité universelles du connaître. Bon, mais le sujet transcendantal, tout ce qu'il formule, il le formule parce qu'il pense que ça n'a rien de particulier, de personnel et de psychologique. Parce que les critiques du transcendantal disent « mais en fait, le sujet n'a dit que lui-même. Il a dit quelque chose de subjectif, relatif. » C'est ce que disent les épistémologues analytiques, par exemple. Ils réfutent le kantisme comme ça. Bon. Dans la tradition transcendantale, on témoigne, mais on témoigne dans l'espérance de l'universel. On pense avoir adopté une attitude qui nous a permis de saisir des éléments qui sont ceux que n'importe qui saisirait. Donc on lance cette bouteille à la mer de témoignage vers l'ensemble des autres, et l'idée c'est que ça rend compte de la validation. Et donc on accepte ce mode de validation. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des modes de validation qui sont... Qu'est-ce que ça veut dire, sous-entendu ça? C'est que la formule générale de la validation n'est pas « je prends l'énoncé, je le compare à l'état de choses et je constate l'identité ». Ça, c'est la conception strictement empiriste de la validation. Et si vous êtes dans la tradition transcendantale, vous pensez qu'il y a un autre mode de validation qui est « je témoigne et je propose un universel » et il y a un horizon de lecteur qui atteste. C'est justement par rapport à ce mode de validation qui me semble dans la philosophie transcendantale tout à fait différent que le mode de validation qui est en jeu dans l'expérience de la paix ou du témoignage ou de la paix, des phénomènes de l'amour, des phénomènes éthiques. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'universalité. Il y a un état énorme de l'adéquation. Et la question est donc, est-ce que c'est encore une phénoménologie qui ne se réfère qu'à un petit cercle social, culturel, qui ont la même expérience, ou c'est présupposé qu'ils vivent dans la même sphère sociale. Et parce que le danger, je le vois là-dedans, c'est que la phénoménologie pourrait tourner en une sorte d'idéologie. Une idéologie qui restreint une certaine sphère, une sphère sociale. Pour une part, j'accepte ce que vous dites, c'est-à-dire que ce qu'on décrit, c'est limité. Bon, mais, c'est-à-dire, disons, on ne sait pas le degré de généralité de ce qu'on décrit, l'horizon, la taille du cercle, la taille de l'éthos, on ne la connaît pas. Maintenant, je soutiens que dans le second volume que je consacre à l'état d'analyse, dont je ne sais pas exactement quand il paraîtra, j'ai, par exemple, écrit un chapitre qui est l'état d'analyse de la vérité. Donc j'essaye de présenter la vérité comme un sollicitant, et j'essaye de décrire les prescriptions qui gouvernent tout rattachement à l'exigence de la vérité. Dans mon esprit, cet ethos, je ne connais pas ses limites, mais en tout cas, il n'y a pas de limite culturelle en principe, ni de limite temporelle en principe. Peut-être que factuellement, il y a certainement des sous-groupes culturels de telle ou telle nature qui ne veulent pas entendre parler de l'exigence de la vérité, qui ne la reconnaissent pas, qui pensent qu'il n'existe rien de tel que l'exigence de la vérité, ça existe, bon.
Donc j'imagine des résistances de ce type-là, et puis peut-être que dans l'histoire, il y a des orientations culturelles qui ont complètement tourné le dos à l'exigence de la vérité. Mais néanmoins, dans le cas d'un tel ethos, les limitations factuelles ne touchent pas le fait que quand même, c'est un ethos qui, dans son mode de construction et de perpétuation, est virtuellement inclusif. Bon, alors est-ce que l'ethos de l'amour est du même type? On peut poser la question, effectivement. Moi, je trouve que c'est des questions intéressantes, mais le travail de l'éthanalyse est avant de poser cette question, il me semble. Juste nécessairement pour bien comprendre, est-ce que tout sollicitant a besoin d'une attestation? Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, si le sollicitant joue un peu tentatif totaliste la fonction de l'eidos, est-ce que c'est le cas pour tout sollicitant? Parce que par exemple, dans le cas des mathématiques, est-ce qu'il n'y a pas une auto-attestation? Je n'ai pas besoin justement d'aller vérifier. C'est ce que Husserl aurait pensé. La question de l'intersubjectivité, elle se pose beaucoup plus tard, mais dans le véhicule d'évidence, au fond, si j'ai un rapport avec l'eidos, je n'ai pas besoin d'aller vérifier si un autre a le même rapport avec l'eidos. C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que il n'y a pas moyen d'accepter a priori le fait qu'au sein même du sollicitant, il y ait des différences. Puisque vous dites au fond l'amour, voilà l'ensemble des prestations, si un tel ne les reconnaît pas dans la prestation, c'est qu'il ne partage pas mon ethos. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence au niveau de l'ethos et pas au niveau du sollicitant, avec vraiment deux sollicitants amour qui méritent au même titre le nom d'amour, et simplement il y aurait une dualité. Plutôt que de dire, au fond, si vous n'avez pas la même conception que moi, si vous n'avez pas le même ethos, vous pourrez avoir deux ethos, deux sollicitants. Ok, alors, premièrement, c'est pas ce pourquoi on cherche une attestation, c'est pas le sollicitant, c'est le système des prescriptions qui déploie l'appel qu'il y a dans le sollicitant. Donc, on ne fait pas l'analyse de tout. Il y a des mots qui portent des exigences, il y en a d'autres qui n'en portent pas. Le mot objet mathématique ne porte pas une exigence. Maintenant, sur Husserl lui-même, je ne serais pas d'accord avec ce que vous avez dit de Husserl dans la problématique de Husserl. Je crois que la question de savoir quel est le format intentionnel qui est garanti de la reconnaissance de l'objectivité mathématique comme telle est un problème phénoménologique. Donc le phénoménologue fait une proposition, et la proposition qui se fera appelle l'attestation de tous les lecteurs de la phénoménologie. C'est pas vrai. Les questions d'intentionnalité ne sont pas réglées clairement dans une évidence qui viendrait d'une chose en soi. C'est pas comme ça. Bon, donc, mais c'est pas ça la question importante. Alors maintenant, quand je cherche une attestation, si je n'ai pas l'attestation, si les gens peuvent me faire une contre-proposition. Ils peuvent me dire, la prescription que tu as proposée comme faisant partie de la sémence de l'amour, elle n'est pas bonne, on ne sent pas ça, on ne sent pas ça comme devoir, c'est pas qu'on ne fasse pas ça comme pratique, on ne sent pas ça comme devoir, contre-proposition, c'est plutôt ceci qui est exigé. Je peux accepter la rectification. Donc on peut imaginer une collaboration rationnelle dans la recherche de la carte des prescriptions. Maintenant, on peut aussi imaginer que cette collaboration débouche sur l'idée que le sollicitant était ambigu et qu'en fait, derrière ce sollicitant, il y avait plusieurs sollicitants et que donc il faut proposer 2 chapitres de méta-analyse et non pas un chapitre. Mais bon, on peut dire ça d'une manière sympathique, en voulant simplement aider l'éta-analyse à bien travailler, ou alors il peut y avoir derrière l'arrière-pensée qu'en fait, on ne devrait jamais pouvoir identifier une batterie de prescription. Et ça, je crois que beaucoup de gens pensent ça. Bon, et c'est vrai que l'éta-analyse, au contraire, pense que nous partageons du sens. Il y a des collectivités qui convergent autour de sens, qui sont eux-mêmes cristallisés dans des appels, et ce partage, il signifie qu'il y a une mise à plat possible d'un faisceau de prescription. Et donc je refuserais l'indéterminisme absolu dans ces matières-là, qui est une stratégie de la philosophie contemporaine très répandue, qui veut prétendre qu'il n'existe pas de système de commandement descriptif nulle part, parce qu'il faut ça pour que le comportement personnel puisse être une liberté totalement contingente et non régie par rien. C'est une conception de la liberté qui, à mon avis, l'a fait tourner à l'absurde. La question, c'était quand il y a des ratés dans le partage du sens, parce que ça arrive. Est-ce que c'est lié à une différence dans l'éthos, ou est-ce que c'est lié à une ambiguïté dans le sollicitant, et comment décider, comment savoir si c'est lié? Non, mais il n'y a pas de réponse a priori, il n'y a pas de réponse générale à cette question, mais la notion de partage du sens ne fait plus sens si on estime qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un système. Si on estime a priori qu'on ne pourra pas trouver de système,
Ça veut dire qu'en fait, on croit que ça ne fait pas vraiment sens. Oui. Ma question est presque pareille. Je voudrais demander, est-ce qu'on peut dire que le sens est vraiment exige? On peut dire que le sens est exigeant. Parce que chez Lévinas, c'est l'inverse. Si le sens c'est quelque chose d'explicite. Quelque chose explicite, ce qu'on peut dire. Donc, est-ce qu'on peut dire que le sens c'est quelque chose qui exige la réponse? Parce que je veux dire que le sens c'est quelque chose qu'on partage, la société, la religion. Donc, le sens exige seulement dans le sens si on a déjà partagé quelques sociétés. Donc on a déjà mis dans relation. On ne peut pas dire que la conception que vous présentez, elle explique la société. C'est l'inverse, peut-être. On n'explique pas la société, ça c'est clair. Il ne s'agit pas de ça. Donc ça, c'est précis. C'est pas du tout dans le programme. Mais l'idée, simplement, ce qui rencontre vraiment votre question, c'est l'idée que, pour moi, si on parle de partage de sens, ça veut dire qu'on partage des expériences. Et ça, je crois que c'est ce qu'on apprend chez nous. Quand un sens est simplement ce qu'il appelle dévoilement, donc déclinaison de ce qu'il est en tant que c'est, c'est pas un sens. Et chez les biens, on apprend que le sens, c'est révélation. Révélation, ça veut dire justement ça. Savoir quel est le rôle dans votre conception de représentation culturelle, de figuration culturelle de ces exigences sollicitantes, comme par exemple dans l'amour, des figures concrètes artistiques ou idéologiques, culturelles, et quel est le rôle non seulement empirique mais aussi fondamental au niveau subjectif et au niveau de la constitution de ce partage et de cette normativité inclusive de figures comme Tristan et Isolde. Voilà. Bon, j'ai une réponse à ça qui figure aussi dans la version complète de cet article. C'est que je pense que chaque fois qu'il y a un ethos, il y a toujours une étude immanente. Il n'y a pas seulement l'éthanalyse qui vient après et du dehors avec la voie de la philosophie. Il y a généralement dans l'éthos, je ne sais pas si c'est toujours, mais en tout cas, j'accueille complètement la possibilité, et éminemment dans le cas de l'amour, qu'il y ait une étude immanente. C'est-à-dire que déjà, on est cherché à fixer dans des modèles culturels des exigences. Et bon, dans le cas de l'amour, je présente une espèce de stratification. Que dans la société où on vit, il y a beaucoup qui se fixent dans la pop musique. Et j'utilise beaucoup d'exemples tirés de la pop musique, ou dans les séries télévisées, ou même dans la télé-réalité, je prends des exemples dans tous ces domaines-là. Bon, et maintenant, vous avez des niveaux d'études immanentes plus élevés, c'est-à-dire plus susceptibles d'être présentés presque avec autorité, comme des arguments pour argumenter la séance. Et donc, je dis que la littérature a un statut de ce genre. Bon, et on pourrait dire que dans une certaine phase de, au moins la société française, pour me limiter à ce que je connais, on a pu avoir l'impression à un certain moment que la psychanalyse était utilisée comme interprétation immanente de l'éthos de l'amour. Bon. Mais même tous ces indices sont précieux et ils témoignent de ce que l'affaire de l'éthanalyse est une affaire qui travaille la société, il me semble, et c'est important. Mais j'estime qu'il y a quand même à ne pas non plus s'agenouiller devant l'ensemble de ces données. Mais il faut les interpréter elles-mêmes. Je suis très ennuyée parce qu'effectivement, je ne sais pas comment vous formuler les choses. Je ne l'ai pas m'agenouiller devant l'éthanalyse, c'est ça. Oui. Il n'en reste pas moins que j'ai assisté à ce colloque, alors que je ne suis pas, bien qu'un de mes copains m'ait dit que j'étais philosophe il y a 2 ans. Je ne crois pas. Je m'intéresse beaucoup à la philosophie, c'est sûr. Donc le titre, retrouver le sens du mot, rencontrer l'imprévisible. Et moi, je rencontre l'imprévisible. Parce que je me suis aperçue effectivement que, je vais être prétentieuse, mais je vais le dire comme je le sens, et puis si je devais développer, ce serait un peu trop long, mais il est tard. Effectivement, j'ai fait un petit peu la démarche de l'éthanalyse. Et donc, j'ai rencontré l'imprévisible, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est imprévisible aussi. Comme il est imprévisible, que j'ai retrouvé le sens du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Il en reste pas mal que je lis très attentivement dans votre cours. Merci. Et moi, je voudrais remercier tous les intervenants parce que je suis passionnée. De temps en temps, je pique les du nez parce que je suis fatiguée. Mais alors là, c'est formidable. Merci. Et je pense effectivement que je suis peut-être quelque petit talent pour devenir phénoménologue. Bon. D'autant que ma fille a dit, toi, tu es un phénomène. Ouais. Et je lui dis, enfin, je regardais en regard, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ce rapport? C'est un être venu d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Si quelqu'un veut poser une question à Jean-Michel encore, peut-être. Oui. Donc, je voudrais vous demander si je vois bien, par rapport à certains points qui me semblent avoir été soulevés plusieurs fois dans la question, il me semble que la question qui revient, c'est le statut ontologique, on peut dire comme ça, de ce que vous appelez les exigences. Et il me semble que vous substituez à cette question quelque chose qui peut-être je fais un rapprochement un peu violent, d'être rapproché d'une éthique communicationnelle, peut-être à Habermas, où donc c'est à ce niveau-là qu'on essaie de résoudre le problème, par exemple, de l'ambiguïté, je ne suis pas capable de reprendre votre terminologie, mais en tout cas, voilà, de ce qui est conduisible à une certaine exigence. Est-ce que c'est un rapprochement sensé D'abord, il y a une première partie de réponse qu'il faut que je fasse, c'est que moi j'essaie de construire une philosophie anontologique, c'est clair. Il me semble que la fonction de la philosophie, c'est effectivement d'explorer l'expérience humaine, mais de l'explorer du point de vue de sa teneur déontique, de sa teneur normative. Ce qui veut dire que j'estime que c'est très lié à ma révérence infinie à l'égard de la science. J'estime que pour l'ontologie, c'est le job de la science. Et j'ai un certain respect pour la tradition métaphysique, parce que je vois que dans la tradition métaphysique, il se passe bien plus de choses que ce que disent les métaphysiciens. Qu'en fait, à travers les dispositifs métaphysiques, les métaphysiciens interrogent l'expérience humaine eux aussi. Mais sinon, si le projet de la métaphysique, c'est le projet de contribuer à la science de loin, sur un papier, en manipulant les catégories générales héritées depuis Aristote, j'y crois pas. Donc, je cherche une philosophie anontologique. Donc, les exigences n'ont pas de statut ontologique. Ça, c'est clair. Maintenant, la comparaison avec Habermas, Habermas, pour le peu que j'ai compris, je me suis un petit peu intéressé récemment, mais sinon, c'est une chance, parce que sinon, je n'aurais pas su quoi vous répondre. Ce que j'ai compris, c'est que lui, ce qu'il cherche, c'est des procédures pour dégager des lois, en quelque sorte, mais des lois effectives, des lois édictées, qui vont être en vigueur, et soutenues d'ailleurs par des dispositifs punitifs, etc., judiciaires. Donc il cherche des procédures pour édicter des lois qui puissent être reconnues par tout le monde, parce que la procédure à travers laquelle on a obtenu ces lois les rend ces lois acceptables. En gros, c'est ça. Et il estime, au fond, traduire l'idée kantienne de l'impératif catégorique dans cette technologie procédurale. Bon, moi, j'ai absolument il n'y a aucune tentative de rechercher des nouvelles lois à édicter pour encadrer une pratique commune. C'est pas ça. Ce que je veux, c'est qu'on essaye de déchiffrer les lois que nous observons déjà dans notre expérience, et l'explicitation de ces lois, elle désigne notre expérience comme chargée de sens. C'est ça le gain. C'est de récupérer notre expérience comme chargée de sens, parce qu'on a dégagé la teneur déontique ou normative de cette expérience. David, il est très impatient. David, pardon. Oui, une des manières de présenter de l'éthanalyse, c'est de dire que ça présente l'expérience humaine comme une mosaïque de judaïsme. Et donc, le Talmud, c'est le cas d'une étude immanente qui est une figure d'autorité à peu près absolue, dans un ethos particulier. Bon, mais en même temps, le Talmud est lui-même une discussion infinie, donc... Mais donc, je constate que tu m'as totalement compris. Toute courte la question. Y a-t-il encore de la place pour la réduction phénoménologique dans l'éthanalyse, ou est-ce qu'elle a
y a une réduction phénoménologique, et bon, au point où j'en suis, hein, j'en vois deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est que pour arriver à enquêter sur un ethos, bon, il faut entendre le sollicitant. Mais pour entendre le sollicitant, une première condition, c'est de voir que ça pourrait disparaître. Et donc, dans le cas de l'amour, je dis que pour commencer à se poser les problèmes auxquels j'essaie de répondre, il faut entrer dans l'attitude où on se dit l'humanité pourrait perdre le souvenir de ce grand jeu, de cette grande affaire. On peut très bien imaginer qu'on dévie et qu'on laisse ça derrière nous et que ça soit enfoui, oublié. Donc ça, c'est un premier aspect de la réduction. Et il y a un deuxième aspect de la réduction, c'est que là, je soutiens que vis-à-vis des ethos, généralement, il y a une identification ontologique de l'ethos qui est là et qui a beaucoup de force dans notre monde, et il faut ne pas lui céder. Bon, l'exemple le meilleur, c'est le politique. Il y a une identification ontologique du politique qui dit que le politique, c'est le jeu des rapports de pouvoir. On dit les rapports de pouvoir, et les rapports de pouvoir, c'est ontologique. Il y a des étangs qui ont du pouvoir sur d'autres étangs, et l'affaire du politique, c'est d'étudier ce jeu de force. Et donc, si vous regardez le politique sous cet angle ontologique quasi imposé, vous ne pourrez jamais envisager le politique comme une tradition que nous faisons vivre en relançant l'appel du sollicitant et qui pourrait disparaître. Question. On va s'arrêter là. On te remercie, Jean-Michel. Et puis, puisque c'est la fin du colloque, je remercie tout le monde, et tout particulièrement Flora et Svetlana encore pour l'organisation. Oui, je voulais, en tant qu'invité, je voulais m'ajouter à ce que tu viens de dire. On est tous charmés par Toulouse, Svetlana et Flora. Et c'est même dangereux pour vous, parce qu'on est en train de monter dans notre tête toutes sortes de projets qu'on voudrait essayer de vous faire organiser. Donc vous avez trop bien fait. Très bien. Merci.